Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, GMT. Spéciale édition ce soir, en deux temps. D'abord, les journalistes qui vont jeter un regard prospectif sur ce qui pourrait être dit dans le discours, l'adresse à la nation qu'avait effectué le chef de l'État dans quelques minutes. Et ensuite, à partir de 21h, les hommes politiques vont se relayer sur ce plateau pour analyser et commenter cette autre sortie du président de la République. Bon, pour ce qui est de cette première partie, 19h-20h, comme il est de tradition, le chef de l'État, le 31 décembre 2019, faisait l'état de la nation. D'emblée, Paul Biya faisait le constat selon lequel la situation sécuritaire dans les régions Nord-Ouest et Sud-Ouest demeurait préoccupante malgré les appels à déposer les armes adressés aux insurgés. Cette sortie était également l'occasion pour le président de la République d'observer que la croissance économique du Cameroun était en progrès. Paul Biya avait alors dressé trois tableaux. Le premier, à savoir le progrès social. Pour le président de la République, l'objectif était d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens et à terme éradiquer la pauvreté. Le second tableau, celui de la croissance de notre économie. Le chef de l'État avait reconnu qu'elle évoluait de façon satisfaisante, mais restait très contrarié par un contexte international incertain. Troisième préoccupation pour le président de la République, le 31 décembre dernier, c'était la situation sécuritaire dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Le président de la République reconnaissait sans aucun doute que c'était l'un des problèmes les plus urgents. Le chef de l'État promettait d'ailleurs que les forces de défense et de sécurité devaient faire une fois de plus leur devoir avec mesure mais sans faiblesse face à ceux qui s'obstinent toujours à faire preuve de mauvaise foi et qui continuent de faire recours à la violence. Pour Paul Biya, au cours de cette adresse à la nation, n'avait pas également manqué de tenser ce qu'il avait qualifié lui-même de minorité au Cameroun, comme dans la diaspora. Le chef de l'État suggérait le débat à la place du combat. Madame, Monsieur, dans un instant donc, vous aurez deux journalistes sur ce plateau qui vont vous parler des attentes des Camerounais. Je commence par Edmond Kamgia. Bonsoir Edmond. Bonsoir, c'est Jalais Retour. Je suis très heureux de me retrouver sur ce plateau qui m'a beaucoup... Il y a une habitude, hein? Je salue tous les téléspectateurs fidèles de Equinox Soir. Voilà. Je salue également tous ceux qui, comme le panéliste qui sera présenté tout à l'heure, tous ceux qui ont vraiment de l'affection pour cette émission. Voilà, comme gars éditorialiste, c'est bien cela. C'est le cas. Il faut l'évoquer. Alain Dipou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir Edmond, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je voudrais dire un sympathique bonsoir à tous les insuffisants rénaux du Cameroun et singulièrement ceux de l'hôpital général de Douala. Je voudrais adresser mes vœux les meilleurs, avec votre permission, au professeur Allais, qui est chef service d'hémodialyse, à tout le personnel soignant de cet hôpital. Voilà, merci. Edmond, je commence par vous. Pour vous, ce discours, vous attendez à un signal fort ce soir? Quelque chose de nouveau? En réalité, les Camerounais, chaque fois que le chef de l'État va faire un discours, s'attendent à ce qu'il dise quelque chose qui va dans le sens de leurs préoccupations. Et mon intervention va dans le même sens. Nous nous attendons à ce que le chef de l'État réagisse sur les préoccupations majeures des populations camerounaises. Et cela va dans plusieurs domaines, notamment dans les questions économiques, sociales, politiques, sécuritaires. Et en ce qui concerne les questions, j'allais dire, économiques, le fond du problème, ce sont les conditions de vie des citoyens. Et la vie est chère, de plus en plus chère depuis que la crise anglophone, qui est devenue la guerre dans le nord-ouest et sud-ouest, a commencé. Il est souhaitable que quelque chose soit dit
en ce qui concerne le règlement de la crise sécuritaire, mais aussi quelque chose qui pousse les Camerounais à être rassurés sur le fait que cette guerre va s'achever et que les déplacés qui se retrouvent dans les régions anglophones, plus de 800 000 de nos frères et sœurs, et plus de 60 000, si ce n'est davantage, au Nigeria, pensent à retourner au pays. Parce que pour retourner au pays, il faut que nous parvenions à un cessez-le-feu. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a la crise sanitaire qui nous a surpris, entre guillemets. Je dis surpris entre guillemets parce qu'en réalité, nous pouvions déjà savoir que la pandémie du Covid-19 existe quand on a vu de la Chine à l'Europe et aux États-Unis les effets, n'est-ce pas, de cette pandémie. Nous devions nous préparer à y apporter une réponse. Et le gouvernement, on le sait, a mis sur pied, n'est-ce pas, une coordination pour la riposte, mais qui a connu, j'allais dire, s'il fallait faire un bilan, ça a été mi-figue, mi-raisin. Si ce n'est beaucoup de controverses sur la gestion qui a donné lieu véritablement, qui a suscité des débats, notamment... La gestion des fonds. Sur la gestion des fonds, oui, sur la gestion des fonds, qui nous amène à nous interroger. Est-ce qu'on a bien géré ces fonds ? Est-ce que la pandémie, est-ce qu'on peut au jour d'aujourd'hui dire que nous sommes sortis de cette situation ? C'est une Donc question. vous souhaitez que le président dise un mot dessus, sur cette question de gestion des fonds COVID? Absolument, il faut qu'il dise un mot là-dessus, s'il est encore avec nous. Et nous souhaitons enfin que le chef d'État dise un mot sur les questions économiques, parce que le Cameroun est un pays pauvre et très endetté. Et les signes d'alerte de la Banque mondiale et du FMI à l'endroit du Cameroun ne sont pas bons. Il faudrait qu'on réduise l'endettement, parce que le service de la dette est très élevé. Il ne faudrait pas qu'on endette davantage les générations futures. Il faudrait que l'année nouvelle, qui va commencer dans quelques heures, augure quelque chose d'espoir ou d'espérance pour les Camerounais, que ce soit moins pénible sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan social, comme sur le plan politique. Voilà. Alain Djipo, le président l'année dernière, avait souhaité que l'objectif pour lui, c'était l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, peut-être même éradiquer la pauvreté. Est-ce que vous avez senti les choses bouger de ce côté-là? Je crains de ne pas pouvoir répondre par l'affirmatif. Je commence par faire mien les propos de Edmond. Et j'ajoute que sur la question que vous m'avez posée, effectivement, on observe que le panier de la ménagère a subi d'énormes cures d'amaigrissement. La vie devient de plus en plus difficile. Et je voudrais même aller plus loin. Il n'y a pas que la crise anglophone avec cette instabilité sécuritaire qui est à l'origine d'un certain nombre de dysfonctionnements, qui est à l'origine de l'aggravation des conditions existentielles des Camerounais. Mais bien au-delà, cet état de choses remonte à la lutte contre Boko Haram, Edmond. Tout à fait. Quelques années plus tôt, depuis 2014, si mes souvenirs sont exacts. La déclaration de la guerre. Voilà. Donc, c'était une année particulièrement difficile, au point où les Camerounais commencent à douter de la parole présidentielle. Beaucoup aujourd'hui ne pensent pas que l'adresse à la nation est un grand moment républicain, parce que c'est un rituel, parce que ça sonne parfois comme du déjà entendu, parce qu'on n'espère plus. Les Camerounais sont plongés dans le désespoir du fait de la mal-vie, du fait des conditions de vie extrêmement difficiles d'une grande majorité de la population. Et dans le même temps, il y a une poignée qui s'est accaparée des ressources, une poignée qui a fait main basse des ressources de ce pays. Et c'est ça ce qu'il y a de dramatique et de écœurant dans la condition existentielle des Camerounais. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui souffre. Il y a une poignée de personnes qui jouit, n'est-ce pas, des conditions de vie à nul autre pareil, au point où même les gendarmes de Bretton Woods sont fatigués de toujours faire des remontrances au gouvernement sur le train de vie
un peu trop dispendieux de l'État, qui n'arrive pas à resserrer les cordes de la bourse et éliminer certaines dépenses superflues dans la programmation, dans son fonctionnement. Et donc, résultat des courses, la pauvreté s'augmente, la pauvreté prend des proportions. Et sincèrement, s'il fallait faire un bilan 12 mois après le discours de 2019, on est fondé de penser que effectivement toutes les grandes annonces faites par M. le Président avaient un espoir d'un taux de croissance de 4%. Ce discours est resté presque vide, creux, irréaliste. Parce que, figurez-vous, c'est vrai, il y a eu la Covid-19 qui a impacté sérieusement sur les entreprises. Vous savez très bien que plusieurs travailleurs ont perdu leur emploi, plusieurs travailleurs sont mis en chômage technique. La trésorerie de plusieurs PME est exsangue du fait, n'est-ce pas, de l'impact négatif de cette Covid-19. Je ne compte pas le demi-millier de morts ici au Cameroun et la vingtaine de cas qui ont été à l'origine de la mobilisation presque inattendue d'un certain nombre de ressources financières pour la prise en charge des patients Covid-19. Donc, comme pour dire que la priorité était certes orientée vers la lutte contre la pauvreté, mais l'avènement de la Covid-19 a contrecarré un peu les petits plans du gouvernement et du régime. Ça, c'est un aspect qu'il faut relever. Deuxièmement, nous espérions que en cette année 2020 finissante, le Cameroun allait amorcer un véritable tournant dans le chantier de son émergence. Mais avec un taux de croissance, si je m'en tiens au chiffre du GICAM, qui a moins de 3% cette année, j'ai bien peur. Vous savez très bien que le fameux document de stratégie pour la croissance et l'emploi, les perspectives, les objectifs visés par ce document n'ont largement pas été atteints. Et donc, notre marche vers l'émergence en 2035 se trouve compromise par des effets conjugués de la crise économique mondiale, la chute des barils, du prix du baril de pétrole, la Covid, et effectivement la situation sécuritaire du Cameroun qui aujourd'hui nécessite un surcroît, une débauche d'énergie, une mobilisation sans précédent de ressources financières pour le front contre le Boko Haram, pour le front dans la zone anglophone, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et tout dernièrement encore le front de l'Est, avec ce qui se passe aujourd'hui comme crise sécuritaire en République centrafricaine. Donc, tout est fait pour que notre économie soit toujours au creux de la vague. Je ne suis pas pessimiste sur ce plateau. Je ne voudrais pas être comme M. Biaké dans les nuages qui pense que 2020 aurait pu être une année de sortie de crise véritable pour les Camerounais. Nous n'avons pas du tout goûté au lucre en 2020. Nous n'avons pas du tout mené une vie tout à fait normale, digne des Camerounais qui méritent, qui a eu même la chance, et je l'ai dit, un destin incroyable d'avoir un sous-sol riche, des ressources humaines capables de nous tirer vers le haut. Malheureusement, la corruption, un certain nombre de problématiques qu'on va évoquer tout au long de ce plateau, on fait en sorte que tous les espoirs sont aujourd'hui tombés en berne. Voilà, justement, les espoirs tombés en berne. Est-ce qu'il ne faut pas, comme dans beaucoup d'autres pays, accuser la pandémie? Parce que lorsque le discours il est rédigé, nous sommes en décembre 2019, la pandémie arrive au Cameroun, entre guillemets, en mars. Oui. Est-ce que ça ne vient pas anéantir un certain nombre d'efforts? Je ne pense pas. Ce serait malhonnête de dire que les choses n'ont pas marché à cause de la pandémie Covid-19.
ce serait malhonnête de le dire. Même comme nous connaissons l'impact de cette pandémie-là sur la situation socio-économique au Cameroun. Ce serait malhonnête parce que le Cameroun connaît des difficultés longtemps avant que cette pandémie n'atterrisse, débarque dans notre pays. Absolument. Et on sait les difficultés que le gouvernement a eues à répondre aux attentes, aux préoccupations des Camerounais dans le passé. Et nous attendions à ce que, au moins, les annonces qui avaient été faites par le gouvernement, qu'il puisse les implémenter en termes de réalisation. Et nous savons également qu'après les élections de 2018, le RDPC, qui est prépondérant dans le gouvernement, avait parlé d'un gouvernement d'opportunité. Encore que nous nous interrogeons sur l'opportunité de ce concept d'opportunité qui vient après les grandes ambitions, les grandes réalisations. Parce que en temps normal, on parle d'abord des ambitions et ensuite des opportunités avant que d'évoquer les réalisations. C'est quand même bizarre qu'on parle des opportunités après les réalisations. Ça, c'est une réflexion comme ça que je mets sur la place pour dire que ceux qui ont conçu ces grands slogans du RDPC ont péché quelque part. Et ceux qui ont accompagné cela sur le terrain auraient dû se poser la question de savoir comment on peut finir par les opportunités alors qu'on a rien réalisé. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'en réalité, on fonctionne dans une sorte de confusion totale. C'est même de l'imposture. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Mais restons sur le sujet pour dire que, effectivement, la pandémie Covid-19 ne nous a pas fait que du bien. Même comme les Camerounais ont réussi à s'adapter. J'ai dit que nous avons réussi à nous adapter parce que on l'a invité belle. Parce que nous étions inquiets en tant que parents d'élèves pour l'année scolaire de l'année dernière. Ouais. On se demandait, est-ce qu'on... Oui, le parachèvement de l'année scolaire, on a pu l'achever. Et on a même commencé une nouvelle année depuis septembre. Octobre notamment. Et nous acheminons, puisque nous sommes dans les congés de Noël, vers le deuxième trimestre, ce qui est encourageant. Mais je dois dire que le gouvernement doit remercier davantage les enseignants et les parents d'élèves. Parce que si les enseignants et les parents d'élèves n'avaient pas apporté du leur, il n'est pas certain qu'on aurait pu réussir ce cap. Ça, il faut le souligner. Et il faut également dire qu'on a eu beaucoup de problèmes liés, sur le plan économique et financier, liés à des discours discordants ou à un manque de convergence entre le secteur privé et le secteur public. Et je peux dire que je suis un peu rassuré aujourd'hui parce que le Premier ministre, chef du gouvernement, non seulement a rencontré, n'est-ce pas, les responsables des groupements professionnels, notamment le JICAM. Il y a eu des échanges sérieux et nous attendons tout simplement à ce que dans tout ce qui a été promis dans la politique économique et financière, dans la politique générale du gouvernement pour l'année en cours, pour laquelle nous avons déjà une nouvelle loi de finances, que le secteur privé soit effectivement accompagné pour que les entreprises puissent survivre, pour que les entreprises privées ne licencient plus, pour que les emplois soient maintenus, pour que les entreprises recrutent encore. Parce que chaque fois qu'on licencie dans les entreprises, chaque fois qu'on ne recrute pas, c'est une situation difficile, non seulement pour les entreprises, mais également sur le plan social, pour ceux-là qui ont perdu leur famille. Parce qu'un chef de famille qui a autour de lui une femme et peut-être 7 ou 10 enfants, sans compter les grands-parents, les cousins, les neveux, mais c'est plusieurs dizaines de personnes qui se retrouvent en difficulté. Donc il est fondamental que nous tirions les leçons du passé sur les difficultés que nous avons rencontrées en ce qui concerne la Covid-19 pour renforcer, n'est-ce pas, le capital que j'appelle le capital humain dans les entreprises, parce qu'il faut davantage préserver les entreprises qui emploient du personnel
qui, eux, les personnels, ont des familles, pour qu'ils aient les moyens, non seulement de gérer les problèmes de leur famille sur le plan social, sur le plan culturel, mais également que le panier de la ménagère ne souffre plus. Parce que c'est le plus gros problème au Cameroun. Edmond Kapnia, vous parlez justement de ces licenciements. Il y a le dernier grand licenciement qui est en cours du côté de Camerco. Sur 407 employés, 130 sont appelés dans quelques jours à gagner la porte. Voilà un cas véritablement difficile. En réalité, j'ai déjà, j'allais dire, une opinion sur la gestion de la Camerco. Nous pensons qu'il faut tout arrêter et recommencer. Il faut tout arrêter et recommencer. Mais il faut gérer. Il faut gérer la situation des employés. Oui. Si on les licencie, il faut payer leurs droits. Si ils sont licenciés, il faut effectivement payer leurs droits. Il ne faut pas que leurs droits attendent. Mais nous pensons que pour un véritable redémarrage de la Camerco ou d'une autre entreprise similaire qui aurait un nom, le même nom ou un autre nom, qui remplace la fameuse, la célèbre Camerco que nous avons connue et qui donnait une image si belle et heureuse aux Camerounais de l'intérieur comme de la diaspora. Je pense que tel que les choses ont commencé, il était prévisible que ça s'achève dans les conditions actuelles. Il faut tout arrêter et recommencer. Voilà. Et associer les experts à la reprise. C'est-à-dire il faut une vaste réflexion. Et que l'État joue véritablement son rôle. Parce une des raisons de l'échec de la Camerco vient de l'irresponsabilité de l'État, et notamment du gouvernement, qui ne paye pas ses dettes. Au-delà des subventions, elle ne paye pas ses dettes. Et c'est un gros problème. Ok, on va revenir sur la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Sûrement, le chef de l'État va encore évoquer cette situation-là, parce que depuis sa prestation de serment en octobre 2018, le discours de fin d'année, d'abord le discours à la jeunesse en 2019, le discours de fin d'année en 2019, il demandait à la jeunesse qui avait pris les armes de les déposer. Vous pensez qu'aujourd'hui, il va encore lancer cet appel-là? Effectivement, depuis 2018, on a vu sur les différentes sorties de Monsieur le Président de la République comme quelqu'un qui arbore une tunique de chef de guerre. Depuis 2018 jusqu'en 2019, l'année dernière justement, lors de sa récente adresse à la nation le 31 décembre, il avait martelé qu'il faudrait que les entrepreneurs de guerre qui ont pris des armes pour vouloir déstabiliser le pays déposent ces armes-là et qu'ils reviennent à la porte du dialogue. Qu'il avait mis sur pied la commission de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. La commission Fayengo. Oui, Fayengo. Et que ces gens-là étaient les bienvenus au sein de cette commission. On avait donc alors assisté à une tonalité du discours présidentiel montée en puissance dans l'option militaire, parce qu'il avait réitéré que les forces de défense vont avec mesure et sans faiblesse combattre tout ce qui attente à l'intégrité territoriale du pays et sème la désolation parmi les citoyens camerounais. Et donc, c'était donc une attitude d'un chef d'État va-t-en-guerre. Je ne pense pas qu'entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, beaucoup de choses ont changé. C'est vrai, on a eu le simulacre du grand dialogue national qui, il a rappelé dans son discours, qui était d'emblée une initiative qui visait à ramener la paix, mais tel que ça a été implémenté, les vrais protagonistes n'étaient pas autour de la table. Vous parlez de quel discours? Du 10 septembre qui convoque le grand dialogue, 10 septembre 2020? Le discours bilan du 31 décembre. C'est-à-dire le 19 mai 2020? Non, mais plutôt je parle du discours du 31 décembre 2019, oui, où il évoque justement
les résolutions du grand dialogue qu'il avait, enfin, il avait fait sortir une sortie le 10 septembre pour annoncer que le grand dialogue allait se tenir. Et maintenant, dans son rappel de ce qui s'est passé le 31 décembre 2019, il a donc évoqué les grandes avancées nourries par ce grand dialogue national. Et pour moi, de ma position, j'observe qu'il n'y a pas eu une véritable accalmie entre le discours du 31 décembre 2019 et aujourd'hui, 31 décembre 2020, concernant singulièrement la situation dans le Nozo. Au contraire, j'ai eu le sentiment que malgré la neutralisation de certains chefs de guerre dans certaines localités réputées conflictogènes ou bien essentiellement criminogènes, on n'a quand même pas... On ne vit pas en toute tranquillité dans ces régions-là. Vous vous souvenez de Garbou, vous vous souvenez de Kumba avec les élèves. Donc il y a toujours quelque chose qui vient nous rappeler que cette crise n'est pas totalement maîtrisée, bien au contraire, par le régime qui est dans une option militaire. Or, à la base, il s'agit d'un problème politique qui a été clairement posé par nos compatriotes des régions anglophones. Ils veulent plus de facilité dans leur vie. Ils veulent que la population en général a besoin de sentir la présence de l'État à leur côté. Parce que ce n'est pas, figurez-vous, malgré la décentralisation qui est restée pas du tout appliquée dans son entièreté, malgré une gouvernance locale tatillonne, les populations ne ressentent pas au regard, n'est-ce pas, des problèmes qui sont les leurs au quotidien, ne ressentent pas la présence de l'État. C'est pour ça qu'ils pensent que, à défaut de décentraliser, il vaut mieux partitionner le pays. Et ils sont montés au créneau pour exprimer donc leur désarroi, pour exprimer leur mal-être, pour exprimer leur mal-vivre et leur désaccord avec les prises de position du régime par rapport à eux. C'est pour ça que M. Biya, au cours du grand dialogue, qu'on invita autour de la table toutes les parties prenantes. Parce que figurez-vous, les vrais protagonistes de cette crise n'étaient pas véritablement à ce grand dialogue. On les connaît, puisque les Ayoub Tabé, au moment où on fait ce grand dialogue, ils sont en prison. Et plein d'autres, les Mathieu BBC et d'autres leaders sécessionnistes qui sont dans les quatre coins de la planète, n'étaient pas associés. Et donc, au finish, on n'a pas véritablement amorcer une solution durable de cette crise, malgré la création, la mise sur pied de ce qu'on a appelé un statut particulier, dont le contenu reste à définir, le statut particulier dans le Nozo, dont le contenu n'est pas du tout clair aujourd'hui. Il faut trouver un contenu à ce statut particulier. On espère qu'avec les régionales qui viennent de se passer, on va effectivement aller un peu plus vite dans la mise en œuvre de cette décentralisation et même de la définition d'un contenu clair au statut spécial du Nozo. Edmond Kamga, 2020, on a vu dans le nord-ouest et le sud-ouest des citoyens qui sont tombés, une fois de plus, nos forces de défense qui sont tombées. On a vu les Villemont qui ont continué chaque lundi là-bas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Parce qu'en même temps, on nous fait comprendre que la situation est sous contrôle. En réalité, chaque fois que je dois aborder la question sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, je suis très embêté. Et je suis très embêté parce que nous tournons en rond. Parce que sur cette question, nous avons déjà eu à faire des propositions. Et nous nous rendons compte que nous ne sommes pas suffisamment écoutés. Et quand, parfois, le gouvernement nous écoute, il pose un acte que nous saluons, il ne continue plus. Exemple. Le rapprochement avec Ayoub Tabé et les autres ? Effectivement. Au mois de juillet dernier, nous avons beaucoup, et même salué, applaudi les contacts préliminaires entre Ayoub Tabé, ses collaborateurs et la partie gouvernementale.
qui était dirigée par les responsables de la DGRE. C'était un grand moment qui a été salué par les missions diplomatiques accréditées au Cameroun et même par la communauté internationale. Mais ce même événement a été, j'allais dire, atténué en termes d'impact par la sortie du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui a donné l'impression, à travers ses propos, que ce qui s'est passé, que certains considèrent comme un début de négociation, n'est pas conforme à la réalité. Ça a enlevé toute sa portée, tout son impact, n'est-ce pas, à ces contacts préliminaires qui étaient très attendus. Aujourd'hui, nous aurions souhaité qu'après ces contacts préliminaires, qu'il y en ait eu d'autres, entre les mêmes partis, entre les deux camps, de manière à ce qu'on ait suffisamment avancé vers un cessez-le-feu qui reste attendu. Parce que c'est ce cessez-le-feu-là, uniquement, qui permettra au DDR, au véritable DDR de faire son travail. Parce que le DDR qui a été mis en place ne va jamais réussir sa mission dans la guerre relative au nord-ouest et au sud-ouest. On a mis la charrue avant les bœufs. On a mis la charrue avant les bœufs. Parce que le DDR ne peut fonctionner efficacement qu'en ce qui concerne la guerre contre Boko Haram. Mais ça ne peut pas fonctionner dans la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est pour cela que les deux guerres sont totalement différentes dans l'analyse. Je vais prendre un autre exemple. Dans la guerre contre Boko Haram, nous avons des comités de vigilance. Oui. Mais ces mêmes comités ne peuvent pas exister dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les contextes sont totalement différents. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que ça ne peut même pas exister. Le contexte ne s'y prête même pas. C'est pour cela que nous avons toujours prôné la nécessité d'un dialogue inclusif. Et nous avons souhaité le dialogue qui s'est tenu l'an dernier, en octobre dernier, au Palais des Congrès. Oui. Il s'est tenu, mais notre désolation, c'est que, et M. Ndipou en parlait tout à l'heure, c'est qu'une des parties concernées, véritablement concernées, n'a pas été invitée. C'est-à-dire les représentants des groupes armés ou alors les chefs politiques des ambazoniens. On ne les a pas vus là-bas. Et on comprend pourquoi ils n'y étaient pas, pour des raisons de sécurité. Parce que s'ils venaient, ils seraient arrêtés. Il lui fallu prendre des dispositions pour faciliter leur arrivée, pour qu'ils ne se retrouvent pas dans une situation incertaine où, à peine arrivés, ils seraient dans les liens de la prévention. Et nous l'avions dit en son temps. Et nous pensons aujourd'hui encore qu'il faut poursuivre les contacts qui ont commencé avec Ayub Tabet et ses camarades de la prison principale de Konengi et de la prison centrale de Konengi. Je pense notamment à Mancho BBC, Ayub Tabet et ses camarades de la prison principale de Konengi. Il faut que ça continue. Parce que le gouvernement a une opportunité en plus. Parce que lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU, lorsque le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a pris la parole, rappelez-vous, il avait appelé à un cessez-le-feu. Il avait demandé une pause humanitaire durable de 90 jours en son temps. Et à cette Assemblée générale, il a donné une occasion, une opportunité à tous les pays où il y a encore la guerre, dont le Cameroun, où il y a des parties belligérantes. Vous avez jusqu'à la fin de l'année pour faire en sorte que toutes les parties puissent se retrouver et atteindre un cessez-le-feu. Et je suis vraiment désolé de constater qu'il n'y a pas des efforts qui sont faits dans ce sens-là au Cameroun. D'autres pays font des efforts, nous on ne fait pas ces efforts. Et je me demande qu'est-ce que Paul Biya va dire sur ce chapitre le 31 décembre, c'est-à-dire demain, dans quelques heures. Oui, pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui même. Tout à l'heure. Dans quelques secondes. Dans 11 minutes. Tout à fait, dans quelques secondes, dans quelques minutes. Voilà, justement, ce chapitre. Alain Dipou, justement, dans ce chapitre, qu'est-ce que le président de la République peut, vous pensez à un autre dialogue avec les absents, comme vous avez dit? Je pense que... Ou bien ce sera le statu quo? Non, je crois fermement que pour sortir définitivement de la crise anglophone, qui est un problème politique posé par les Camerounais, l'option militaire n'est pas indiquée. Les vertus du dialogue. Vous savez, Paul Biya, à un moment donné, disait dans son discours, je crois face à certains partenaires
dans les relations bilatérales avec le Cameroun, disait qu'il est le mendiant de la paix. Oui, Qu'a-t-il fait, n'est-ce pas, de son costume de mendiant de la paix pour aujourd'hui arborer seulement la tunique de va-t-en-guerre? C'est de ça qu'il est question. Il faut qu'il retrouve donc son arbre de paix en convoquant un vrai dialogue inclusif qui permettrait, n'est-ce pas, à tous les frères et sœurs du Nord-Ouest qui sont frustrés, qui sont marginalisés, de pouvoir venir s'exprimer. Ils n'attendent que ça. Ils veulent dire leur mal-être au chef de l'État. Et il sait, puisque même cette crise remonte depuis Ahidjo. Il a été avec David Aboué-Machoui, désigné pour trouver des solutions durables à cette affaire. Je suis étonné que plusieurs années après, plusieurs décennies, que cette crise rejaillisse encore, refasse surface. Alors que M. Biya connaît tous les aboutissants de cette crise pour avoir été au sein de ce comité mis en place par le feu Ahidjo. Donc, quand on n'a pas avancé, on recule. Je pense qu'il est temps de faire une introspection, de faire une analyse rétrospective et de se dire, OK, si nous avons pensé que les militaires pouvaient faire l'affaire, alors on dit stop. Nous allons demander, pas aux forces de maintien de l'ordre de libérer le Nozo, mais de les maintenir juste pour assurer un minimum de sécurité. Mais les positions militaires, la militarisation en cours qu'on vit dans cette partie du pays, que ce soit donc révisé pour permettre aux entrepreneurs de guerre de comprendre que après la main tendue du chef de l'État, après l'invite au dialogue, il faut effectivement y aller pour qu'ensemble, on trouve des voies. Peut-être je rêve, mais il vaut mieux rêver que de continuer à compter des morts, à compter de nombreux déplacés. On l'a dit, on a franchi des chiffres incroyables dans ce pays, à cause, n'est-ce pas, de cette situation sécuritaire dans le Nozo. Plusieurs familles aujourd'hui sont en lambeaux à cause de cette affaire. Donc il faut qu'on revienne à la normale. Il faut qu'on organise rapidement le dialogue inclusif. Voilà, certains pensent qu'à défaut d'un dialogue inclusif, il faut donner la latitude au cardinal Toumi et les autres d'organiser enfin la conférence générale anglophone. J'ai toujours été de ceux qui pensent qu'il faut permettre au cardinal Christian Toumi et à ses pairs, n'est-ce pas, qui avaient promis d'organiser la conférence générale anglophone, de le faire. Il a des collègues, des confrères musulmans et presbytériens qui se sont organisés depuis et qui étaient prêts à faire cette conférence générale anglophone avant l'élection présidentielle 2018. Effectivement. Et certains, au sein du RDPC, ont cru qu'il avait un agenda secret. Mais avec le temps, on se rend compte qu'il n'a jamais eu d'agenda secret. L'élection est passée. L'élection est passée. Ceux qui s'appuyaient sur l'élection, maintenant l'élection est passée. L'élection est passée. Donc il peut organiser, on peut lui permettre d'organiser. Il est encore temps, ce n'est pas tard. Parce que les participants de cette conférence générale anglophone viendraient, n'est-ce pas, des 13 départements. Du nord-ouest et du sud-ouest. Des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et ce sont les responsables, et ce sont les ressortissants de ces deux régions qui choisiraient eux-mêmes leurs représentants. Toutes les idéologies confondues. Oui, toutes les idéologies, c'est-à-dire toutes les sensibilités politiques confondues. Donc ce serait un grand moment pour nos frères et sœurs anglophones de dire exactement qu'est-ce qu'ils veulent. Et puisque cette conférence générale anglophone n'a pas pu avoir lieu, le cardinal Christian Toumi n'est pas resté les bras croisés. Oui. Avec son équipe, ils ont travaillé, ils ont produit un document de 400 pages, plus de 400 pages. Ils ont envoyé des gens aux États-Unis, en Europe et partout, écouter nos frères et sœurs anglophones, y compris ceux qu'on considère comme étant les commanditaires politiques de ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils ont donné leurs opinions. Et il a même recensé et fait un récapitulatif. Et il a constaté dans son document qu'il y a ceux qui veulent le statu quo. Oui. C'est-à-dire ce qu'on a annoncé comme étant la décentralisation
effective qui n'a jamais eu lieu. Ok. Et ceux qui veulent le fédéralisme. Merci, Edmond. Et ceux qui sont pour la sécession. Merci Edmond, on revient parce qu'on a une vaste page de pub, parce que dans un instant également, le président de la République va s'exprimer. Le temps de la pub et après ce sera le discours à la nation du président de la République. Quant à nous, on se retrouve. Célébrez vos réussites avec style.